Salut à tous, vous savez de quoi nous aimons parler sur cette chaîne, des découvertes archéologiques incroyables. La joie de s'intéresser à l'archéologie est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à discuter et toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Nous avons appris récemment quelques découvertes archéologiques fantastiques et nous sommes excités de les partager avec vous. C'est parti. Complexe de Qutba-Minar. Premièrement, à l'ordre du jour, nous avons le complexe de Qutba-Minar à Mehrauli en Inde. Il y a d'innombrables monuments anciens importants à l'intérieur du complexe, y compris le célèbre pilier de fer de Delhi qui ne rouille jamais. Le monument le plus célèbre sur le site est la Tour de la Victoire, nommée en l'honneur de l'icône religieuse, le saint soufi Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, qui est un mystique et un érudit du XIIe siècle. La tour a pris presque 200 ans à construire, avec les travaux achevés en 1368. Pendant plusieurs siècles, il était traditionnel pour les dirigeants qui contrôlèrent la région d'ajouter des monuments propres au complexe. Même les Britanniques ont ajouté quelques bâtiments pendant le temps du Raj britannique. À part le pilier de fer et la tour de la Victoire, d'autres structures notables au complexe de Qutba-Minar incluent la porte d'Alai Darwaza, l'Alai Minar et la mosquée Qubatul Islam, qui a été assemblée à partir des restes brisés de pas moins de 27 anciens temples hindous et jaïns. L'ensemble du complexe appartient maintenant au Trust national indien pour l'art et le patrimoine culturel, qui restaure et entretient autant de monuments que possible et organise également le festival annuel de Qutub, de musique et d'art. Ville de Suse. Continuons en parlant d'une ville ancienne entière. Nous nous embarquons dans un voyage de 6000 ans à travers le temps jusqu'à la ville ancienne de Suse, située dans l'Iran actuel. Cette ville, composée de 3 tels, l'Acropole, la ville royale et l'Apadana, a vu l'ascension et la chute d'empire. Depuis ses origines en tant que village autour de 4200 avant Jésus-Christ, jusqu'à son apogée en tant que capitale du royaume élamite et de l'empire perse achéménide, la fortune de Suse a augmenté et diminué avec des victoires militaires et des sacs dévastateurs tels que ceux de Nabuchodonosor le Ier et d'Assurbanipal. La grandeur de la ville est évidente dans les palais de Darius le Ier et d'Artaxerxès II, bien que les signes d'une population dense soient rares. L'étoile de Suse s'est estompée après la conquête d'Alexandre le Grand et elle est passée entre les mains de Séleucos le Ier. La ville a connu des périodes de prospérité sous les Parthes et les Sassanides, marquées par la croissance des zones résidentielles et l'émergence d'une communauté chrétienne. La conquête arabe au 7e siècle a apporté l'islam à Suse, menant à une autre période de prospérité avant son déclin éventuel. Ainsi, en explorant les ruines de Suse, nous ne découvrons pas seulement des pierres et des artefacts, mais le flux et le reflux de la civilisation humaine elle-même. Colline de Dorstone. Dans une découverte qui bouleverse notre compréhension de la propagation de la culture néolithique, des archéologues ont mis au jour un complexe de monuments néolithiques précoces à la colline de Dorstone, dans le Herefordshire, en Angleterre. Ces structures datant d'au moins 5800 ans font de la colline de Dorstone le site culturellement néolithique le plus ancien des Midlands de l'Ouest en Angleterre. Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle les pratiques néolithiques se sont répandues de manière uniforme du sud-est au nord-ouest à travers la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, elle suggère que la propagation était quelque peu irrégulière, avec des poches de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs parfois coexistants pendant des centaines d'années. L'utilisation de méthodes statistiques avancées dans la datation au radiocarbone a révélé que presque toutes les phases d'occupation à la colline de Dorstone étaient plus anciennes que prévu, avec l'occupation la plus ancienne remontant probablement à plus de 3800 avant Jésus-Christ. Cette découverte pourrait avoir des implications dramatiques pour notre compréhension des premiers agriculteurs de la Grande-Bretagne, suggérant que leur propagation à travers l'île était inégale et désordonnée, marquée par des zones de changement précieux, des retards temporels et des relations diverses avec les chasseurs-cueilleurs indigènes. Autant nous pensons à nos ancêtres les plus lointains comme à des gens très simples, il semble qu'eux et leur peuple menaient des vies tout aussi compliquées que les nôtres, à leur manière. Pièces romaines. Une découverte faite par un détecteur de métaux humains est une chose, une découverte faite par un blaireau en est une autre. Cette histoire semble trop absurde pour être vraie, et pourtant, elle s'est produite. En janvier 2022, un blaireau affamé a été directement responsable de la mise au jour de la plus grande collection de pièces romaines jamais trouvée dans le nord de l'Espagne. En cherchant des baies et des vers à manger dans une grotte en Asturie, le blaireau a ouvert une fissure dans le sol près de son terrier et les pièces ont commencé à en sortir. Sans surprise, le blaireau n'avait aucun besoin des pièces,
Il les a laissées là où elles étaient tombées sur le sol et elles ont été découvertes peu après par 2 archéologues lors d'une visite de routine dans la région. Les pièces ont toutes été frappées entre le 3e et le 5e siècle, tandis que les dénominations sont romaines. Les pièces ont été frappées dans des lieux aussi lointains que la Grèce et la Turquie. Elles ne sont pas arrivées dans le sol par accident, il est donc probable que quelqu'un les a enterrées il y a plus de 1600 ans comme moyen de les garder en sécurité. Peu importe qui la personne était, elle n'est jamais revenue pour ses économies de toute une vie, mais le blaireau, si. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Casque de Mescalamdoug. Ensuite, nous avons une pièce unique de coiffure. C'est le casque de guerre de Mescalamdoug, le roi craint et suprêmement puissant de Kish et le souverain de la première dynastie d'Ur, il y a 4600 ans. Cependant, il y a un hic. Nous ne savons pas s'il appartient au jeune Mescalamdoug ou au vieux Mescalamdoug. L'un était le petit-fils de l'autre, et tous deux ont régné sur Akkad et Sumer. La tombe de l'un des 2 souverains a été découverte en 1924 par Leonard Woolley, un archéologue britannique de renom. Le casque, ainsi que de nombreux autres biens funéraires de qualité, a été trouvé à l'intérieur de la tombe. Woolley a estimé que l'occupant de la tombe avait environ 30 ans au moment de sa mort, ce qui pourrait indiquer que le jeune Mescalamdoug était le propriétaire du casque. Mais avoir 30 ans ne signifiait pas que vous ne pouviez pas être grand-père dans l'Antiquité. Le casque d'or est d'un design qui n'a été trouvé que dans les tombes de 2 autres personnes, Eannatum et Sargon le Grand. Comme tous les 2 étaient rois de Kish, il semble probable que cela était l'équivalent d'une couronne. Vase de Portland. Le verre camé, une forme de luxe de l'art du verre, est un témoignage exquis de l'ingéniosité et de la créativité des artisans anciens. Cette technique, qui implique la gravure ou l'etching et la sculpture à travers des couches fusionnées de verre de couleurs différentes pour produire des dessins, a été vue pour la première fois dans l'art romain antique autour de 30 avant Jésus-Christ. L'exemple le plus célèbre de verre camé romain est le vase de Portland, conservé au musée britannique. Le verre camé a été produit en 2 périodes, la période précoce d'environ 30 avant Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ, puis de la fin du IIIe siècle à la période de Constantin le Grand et de ses fils. Après cela, la technique a été perdue jusqu'au XVIIIe siècle en Europe et n'a pas été perfectionnée à nouveau jusqu'au XIXe siècle. La période Art Nouveau a vu les œuvres les plus remarquables depuis la Renaissance, avec des créateurs tels qu'Émile Gallé et Dôme de Nancy abandonnant les sujets et les schémas de couleurs inspirés des Romains pour des designs de plantes et de fleurs. Aujourd'hui, le verre camé continue d'être produit, nous rappelant l'attrait intemporel de cette forme d'art complexe. Si nous avons perdu cette connaissance pendant des siècles, qu'avons-nous d'autre oublié qui reste encore à se rappeler? Pendentif de Malia. Le pendentif de Malia, également connu sous le nom des abeilles de Malia, est un superbe pendentif en or datant de la civilisation minoenne, fabriqué quelque part entre 1800 et 1650 avant Jésus-Christ. Cette pièce exquise de bijouterie a été découverte dans une tombe à Chrysolakos, à Malia, en Crète, en 1930. Le pendentif représente 2 insectes identiques, possiblement des guêpes ou des abeilles, joints tête à tête dans un arrangement symétrique. Les ailes des insectes se déploient vers l'arrière et, des bords inférieurs des ailes et d'un point proche de l'extrémité de l'abdomen, pendent 3 disques. Les insectes semblent saisir un disque circulaire placé au centre, et il y a une seconde petite globule lisse placée au-dessus de celle-ci, comme s'ils étaient en train de la manger. Le pendentif est actuellement exposé au musée archéologique d'Héraklion sur l'île de Crète en Grèce et est considéré comme l'une des pièces de bijouterie minoenne les plus célèbres. Cet artefact sert de témoignage au savoir-faire complexe et à la prouesse artistique de la civilisation minoenne. Il y a beaucoup que nous ne savons pas à leur sujet, mais au moins nous pouvons dire avec confiance qu'ils étaient maîtres en matière d'art. Coupe à boire hittite. Dans un fascinant mélange d'art et de fonctionnalité, une coupe à boire en argent en forme de poing, réalisée par les Hittites en Turquie centrale, est actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts à Boston, aux États-Unis. Cet artefact unique, datant d'environ 1400 à 1380 avant Jésus-Christ, probablement durant le règne de Tudhalias III, est un témoignage de la sophistication de l'artisanat hittite. Le design de la coupe, qui évoque un hiéroglyphe hittite signifiant la force, est cru avoir été utilisé dans des rituels liés au dieu de la météo, Tarhuna.
Une frise autour du bord représente Tarhuna tenant un taureau et le grand roi Tudalias conduisant prêtres et musiciens d'une ville par-dessus une montagne personnifiée en figure humaine couverte de feuilles. Le design de la coupe n'est pas seulement esthétiquement agréable, mais porte également une signification symbolique, possiblement présentée aux dieux pour accorder la force au donateur royal. Cet artefact soulève des questions intrigantes sur le concept d'art dans les cultures anciennes et la création intentionnelle d'objets qui mélangent l'utilisation pratique avec l'expression artistique. Ainsi, alors que nous admirons cette coupe ancienne en forme de poing, nous sommes rappelés du désir humain intemporel d'infuser beauté et signification dans les objets du quotidien. Armure de Dendra. L'armure de Dendra est un artefact au nom inhabituel. Cette armure est tout à fait différente de la plupart des armures anciennes. C'est un exemple parfait d'un type d'armure corporelle complète qui était spécifique à l'ère mycénienne de plus de 3000 ans. Elle porte ce nom car elle a été trouvée près du village de Dendra, en Argolide en Grèce, en mai 1960. L'archéologue suédois responsable de la découverte a dit que l'armure de Dendra est le plus ancien exemple de laiton martelé utilisé dans une armure corporelle. Les experts modernes sont d'accord avec lui et pensent que les panneaux de laiton qui composaient la combinaison ont environ 3500 ans. L'armure aurait été utile en ce sens qu'elle aurait fourni une protection raisonnablement adéquate pour les organes vitaux. Mais elle aurait également été inconfortablement lourde. Le laiton seul est déjà assez lourd, mais les lanières de cuir qui les tenaient ensemble auraient rendu la combinaison encore plus lourde. Celui qui portait l'armure de Dendra aurait été couvert du cou au genou, mais il aurait probablement eu des difficultés à se déplacer sur le champ de bataille. Pétroglyphes du Canyon Crow. Se dressant dans le paysage accidenté du Nouveau-Mexique aux États-Unis, les pétroglyphes du Canyon Crow représentent l'une des collections les plus étendues d'art rupestre navajo dans le sud-ouest américain. Datant du XVIe au XVIIIe siècle, ces pétroglyphes offrent un aperçu du riche patrimoine culturel du peuple navajo. Située dans le district archéologique isolé du Canyon Crow, la zone détient une importance historique significative en tant que patrie traditionnelle des Navajos, avec leurs racines remontant jusqu'à 1100. Les gravures complexes trouvées principalement sur les murs sud et est du canyon dépeignent un éventail fascinant d'animaux, d'humains, de cultures, d'armes et de figures surnaturelles. Les chercheurs spéculent que ces pétroglyphes étaient probablement liés à des pratiques cérémonielles ressemblant aux peintures de sable cérémonielles navajo. Parmi l'art navajo, vous découvrirez également d'anciens arts rupestres pueblo ancestrales. Au-delà des pétroglyphes, le site présente d'anciennes ruines navajo connues sous le nom de pueblitos, construites au XVIe et XVIIe siècle. Ce sont plus que de simples reliques, elles sont des connexions entre les Navajos du passé et les Navajos du présent. Aujourd'hui, la tribu Navajo est la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, avec une communauté prospère de plus de 250 000 membres. Cité antique de Pinara. Nous allons en Turquie avec le site ancien de Pinara, un établissement qui a été construit au pied du mont Babada. Les personnes qui vivaient ici enterraient leurs morts dans des tombes en nids d'abeilles qui étaient taillées dans la face même de la falaise. Très peu de choses sont connues sur les personnes qui vivaient ici. La plupart de nos informations sur les résidents de Pinara proviennent des écrits de Ménécrites, un historien lycien qui a vécu il y a 2400 ans. Selon lui, Pinara a été construite parce que la ville de Xanthos devenait dangereusement surpeuplée et donc certains de ses résidents devaient être envoyés ailleurs. Certaines sources disent qu'Alexandre le Grand a conquis Pinara en 334 avant Jésus-Christ, mais il y a une certaine controverse à propos de cette affirmation. Attaquer Pinara aurait sûrement été une perte de temps pour Alexandre, car elle était stratégiquement sans importance et existait dans un emplacement reculé difficile à atteindre. Certaines des inscriptions à l'intérieur des tombes de Pinara sont écrites en lycien, mais d'autres sont écrites en grec. Donc les Grecs sont finalement venus ici, que ce soit sous la direction d'Alexandre ou non. Les gravures sur les roches dans et autour des tombes suggèrent que le culte phallique a pu se produire ici, mais cela ne peut pas être vérifié non plus. Tombe de Néfertiti. La tombe de Néfertiti, souvent désignée comme la chapelle Sixtine de l'Égypte, est renommée pour abriter certaines des peintures les mieux préservées d'Égypte. Cette tombe a été construite pour Néfertiti, la première des grandes épouses royales de Ramsès le Grand. Les peintures à l'intérieur de la tombe sont vibrantes et détaillées, fournissant une représentation claire de ce à quoi les tombes et les temples pourraient avoir ressemblé pendant l'Antiquité. La tombe de Néfertiti se distingue par son niveau extraordinaire de détail, surpassant d'autres tombes trouvées dans la vallée des rois ou la vallée des reines.
Elle attire de nombreux visiteurs pour des raisons évidentes, mais ces visiteurs devraient être conscients que le coût pour entrer dans la tombe peut être élevé et le temps à l'intérieur est généralement limité à environ 10 minutes. Cela dit, les gardes sont généralement indulgents à propos de cette politique, surtout si vous êtes heureux de leur glisser un billet de banque ou quelques pièces pour les persuader de détourner le regard. Malgré le coût et la restriction de temps, l'opportunité de témoigner de l'art remarquable à l'intérieur de la tombe de Néfertiti en vaut bien la peine. Il n'y a pas de tombe en Égypte tout à fait comme elle. Thème mystérieux. Des équipes de construction à San Francisco ont fait une découverte macabre en 2016 lorsqu'elles ont déterré le cercueil d'un enfant sous le garage de la famille Carner qui était en cours de rénovation. Le cercueil en plomb et bronze d'1,5 mètre de long comportait 2 fenêtres, révélant le corps parfaitement préservé d'une fillette blonde portant une robe blanche tenant une rose. La famille Carner vit dans le quartier de Richmond de la ville qui à la fin des années 1800 contenait plusieurs cimetières. Au début du XXe siècle, la ville a identifié la zone pour le développement et a transféré des milliers de tombes vers le sud, à Colma. Elissa Davey, du Garden of Innocence, une organisation qui enterre les enfants abandonnés, a assuré la majeure partie des fonds nécessaires pour transférer et réenterrer le cercueil ailleurs. Davey a estimé que la fillette avait environ 3 ans lorsqu'elle est morte, en se basant sur sa taille, et qu'elle était enterrée depuis environ 145 ans. Le corps est entouré de feuilles d'eucalyptus. En 2017, le corps de la fillette a été identifié. L'enfant était Edith Howard Cook, âgée de 2 ans, décédée le 13 octobre 1876, 6 semaines avant son 3e anniversaire. La famille de la fillette lui a donné des funérailles ornées. Elle était habillée d'une robe de baptême blanche et de bottes hautes. De petites fleurs violettes étaient tressées dans ses cheveux et elle tenait une fleur violette de belladone dans sa main droite. Des roses, des feuilles d'eucalyptus ont été placées à l'intérieur du cercueil. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Lions de Prud'hoe. Les lions de Prud'hoe, également connus sous le nom de lions de Soleb, sont une paire de sculptures monumentales en granit rouge de l'Égypte ancienne, datant du XVIIIe siècle vers 1370 avant Jésus-Christ. À l'origine, les lions servaient de gardiens pour le temple de Soleb en Nubie, qui a été construit par Amenhotep III. Les lions portent diverses inscriptions qui indiquent leur réutilisation par différents dirigeants à travers l'histoire, ainsi que les actes de certains de ces dirigeants. Par exemple, nous savons d'après les inscriptions que Toutankhamon a renouvelé le temple, tandis qu'Aï, le successeur de Toutankhamon, a déplacé les lions. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les lions ont été déplacés à Jebel Barkal, une ville du sud du pays, par Amanislo, un roi couchite de Méroé. Amanislo a également fait graver son nom sur les lions, poursuivant la tradition. Au début du XIXe siècle, Lord Prud'hoe a recueilli les lions de Jebel Barkal et les a fait expédier au Caire à Londres. Les lions sont uniques en ce qu'ils sont dans une pose naturelle détendue, allongés sur le côté, la tête tournée sur le côté et les pattes avant croisées, plutôt que dans la pose traditionnelle plus rigide du sphinx ou du lion, avec la tête tournée vers l'avant et les pattes tendues vers l'avant. Collection de têtes de bélier. Lors d'une excavation début 2023 au temple de Ramsès II à Abydos, dans le sud de l'Égypte, une équipe de l'Institut pour l'étude du monde ancien de l'Université de New York a découvert au moins 2000 têtes de béliers momifiées datant de la période ptolémaïque, ainsi que divers autres restes d'animaux. La découverte offre un aperçu du site sur une période couvrant plus de 2 millénaires. Les têtes de béliers momifiées sont considérées comme des offrandes votives, indiquant un respect continu pour Ramsès sur le site, environ 1000 ans après sa mort. L'équipe a également trouvé une grande structure palatiale avec des murs d'environ 5 mètres d'épaisseur de l'ancien royaume, la 6e dynastie, plusieurs statues, des papyri, des restes d'arbres anciens, des vêtements en cuir et des chaussures. La structure, ainsi que les restes d'animaux, élargissent la connaissance du site jusqu'à la période ptolémaïque. Abydos, situé dans le gouvernorat de Sohag, est un site archéologique majeur en Égypte, servant de nécropole pour la royauté égyptienne ancienne et un centre de pèlerinage pour le culte du dieu Osiris. Les découvertes récentes offrent une opportunité de rétablir le sens du paysage ancien d'Abydos avant la construction du temple de Ramsès. Tête de momie. Le mystère d'une tête de momie décapitée découverte dans le grenier d'un médecin britannique a été partiellement résolu après que l'artefact surprenant ait été trouvé pour la première fois à la mi-2022.
La tête de momie égyptienne ancienne a été trouvée appartenir à une femme qui a vécu il y a plus de 2000 ans après qu'elle ait été soumise à une numérisation par tomographie informatisée. Elle a également révélé que sa langue était remarquablement bien conservée, tandis que ses dents montraient des signes d'un régime alimentaire rugueux. Malgré ces découvertes, l'origine exacte de la tête est encore inconnue. Les chercheurs croient que la tête peut avoir été ramenée d'Égypte au XIXe siècle comme souvenir et transmise comme un héritage. Les Victorians étaient friands de momies, organisant des fêtes de déballage et se délectant du processus des bandages des corps. L'équipe de chercheurs travaillant sur la tête effectuera ensuite des tests ADN sur les restes anciens, suivis de la datation au carbone, et espère reconstruire le visage de la femme à la prochaine étape de leur enquête scientifique avant de publier leur découverte dans un journal scientifique. Les chercheurs espèrent fournir une compréhension plus approfondie des pratiques de momification dans l'Égypte ancienne. Lit de Toutankhamon. De nouvelles recherches suggèrent que le roi Toutankhamon aurait pu dormir sur la première version jamais conçue d'un lit de camping moderne. Des chercheurs de l'université Musashino à Tokyo ont analysé un petit modèle du lit de l'Égypte gabarit et suggèrent qu'il s'agissait du tout premier lit de camp pliant en 3 parties. Le lit, découvert par Howard Carter en 1922, était fait de 4 pattes de lion en bois ainsi que de tambours en alliage de cuivre qui supportaient la majeure partie du poids. La forme élaborée des pattes en bois du lit rendait son pliage non négligeable, mais les concepteurs utilisaient des charnières ingénieuses sur les pattes pour soulager la contrainte sur les charnières. Les chercheurs croient que le lit offre un aperçu des attentes du roi Toutankhamon car il avait un pied botte qui l'empêchait de marcher sans une canne. Malgré cela, il rêvait de camper et de chasser selon Naoko Nishimoto, l'une des chercheuses qui a travaillé sur le projet. Même si le jeune roi fragile n'a peut-être jamais participé à des expéditions longues ou éprouvantes, il aimait néanmoins l'idée de chasser et de camper. Son lit de camping est intrinsèquement poétique. Le lit a été fabriqué spécialement pour le roi Toutankhamon et des traces visibles d'essais et d'erreurs montrent que les artisans impliqués dans la production du lit n'avaient aucune autre référence de lit pliant en 3. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Vase égyptien. Une étude scientifique innovante a découvert que des artefacts provenant d'une tombe égyptienne ancienne émettent encore des odeurs après avoir été intouchés pendant 3400 ans. Les vases, qui contiennent de la cire d'abeille, du poisson séché, des fruits et possiblement de la bière, ont été analysés par des archéologues et des chimistes analytiques en utilisant des sacs placés autour des jarres pour collecter l'air pour la spectrométrie de masse. L'analyse du projet a été menée sur site pour éviter tout risque pour les artefacts lors du transport. La découverte a été faite au musée égyptien de Turin en Italie, où les conservateurs ont remarqué les odeurs émanant des jarres depuis de nombreuses années. L'étude, publiée dans le Journal of Archaeological Science, a démontré que cette nouvelle méthode d'analyse des contenus permet la préservation des artefacts et pourrait éviter le besoin de méthodes de recherche invasives. Les jarres proviennent de la tombe des Égyptiens riches Ka et Mérite, exhumés en 1906 et sont parmi les sites d'enterrement non royaux les plus complets jamais découverts. Les contenus préservés incluent des pains, des paniers de fruits, de la viande, des épices et même de la graisse. Des meubles, des vêtements et les restes momifiés bien préservés de Ka et Mérite font également partie des trésors de la tombe. Masque mortuaire de Wenjeba Wenjed. Le masque mortuaire en or de Toutankhamon pourrait être le plus célèbre de son genre jamais trouvé en Égypte, mais ce n'est certainement pas le seul. L'exquis masque funéraire de Wenjeba Wenjed, un général de l'armée de Psousénès Ier, est un véritable chef-d'œuvre. Le masque a été fabriqué à partir d'or et orné de pattes de verre colorées, créant les yeux et les sourcils étonnants. Le masque couvrait le visage, le cou et les oreilles du général, se terminant au front où 6 petites langues perforées le fixaient à la tête de la momie. Les traits du visage de Wenjeba Wenjed sont méticuleusement détaillés, présentant une image idéalisée du général avec un léger sourire. Le nez est parfaitement formé et les lèvres sont étroites et charnues. Fait intéressant, les oreilles ne sont pas symétriques, l'oreille gauche dépassant plus que la droite. La tombe du général, trouvée dans la nécropole royale de Tanis par Pierre Montet, contenait non seulement le masque doré, mais aussi de nombreux bijoux, y compris des pectoraux, des anneaux, des bracelets et des statuettes en or. Les découvertes les plus remarquables de la tombe étaient 3 bols délicats faits d'or et d'argent et une statuette en lapis-lazuli d'un bélier représentant la lune. De plus, 4 vases canopes et de nombreux oucheptis ont été trouvés à l'extérieur du sarcophage.
Peigne Davis. Le peigne décoré de rangées d'animaux sauvages, également connu sous le titre plus concis de peigne Davis, est un peigne finement sculpté en ivoire de la fin de la période Nakada III, datant d'environ 3200 à 3100 avant Jésus-Christ. Il illustre les hauts standards des artistes égyptiens, même avant l'Ancien Royaume. Le peigne est considéré comme ayant fait partie de l'équipement funéraire d'une personne de l'élite qui a vécu il y a environ 5200 ans. Bien que des parties des dents du peigne soient manquantes, la décoration détaillée suggère qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel et pas seulement d'un accessoire pour les cheveux. Le peigne est orné d'animaux disposés en rangées horizontales des deux côtés, ce qui est une organisation spatiale qui deviendra familière dans l'art égyptien ultérieur. Ces animaux incluent des éléphants et des serpents, des oiseaux d'eau et une girafe, des hyènes et peut-être des sangliers. Des arrangements similaires de ces créatures sur d'autres artefacts en ivoire sculpté suggèrent que l'arrangement et le choix des animaux n'étaient pas aléatoires. Les éléphants et les serpents représentés ensemble peuvent avoir été symboliques, car les mythologies de nombreux peuples africains les associent à la création de l'univers. La rangée la plus haute du peigne peut symboliser une divinité créatrice à qui le reste des animaux doit leur existence. Enfant de Ramsès II. Ramsès II avait entre 48 et 50 fils et 40 à 53 filles, et des preuves de cela existent sur plusieurs monuments anciens. Ramsès ne faisait pas de différence entre la progéniture de ses deux premières épouses principales, Néfertari et Isetnefert. Les premiers fils et filles des deux reines étaient représentés sur des statues à l'entrée du grand temple d'Abou Simbel. Outre Néfertari et Isetnefert, Ramsès avait 6 autres épouses royales pendant son règne, y compris ses propres filles, Bentanat, Méritamon, Nébétaoui et Énutémiré, qui, selon une autre théorie, étaient sa sœur, et 2 filles d'Atousili III, roi de Hatti. À l'exception de la première princesse hittite, Mator-Néferouré, et peut-être Bentanat, aucune n'est connue pour avoir donné des enfants au pharaon. Des listes de princes et princesses ont été trouvées dans divers endroits, y compris le Ramesséum, Luxor, Wadi Essebois et Abydos. Les fils de Ramsès étaient représentés dans des descriptions de batailles et de triomphes telles que la bataille de Kadesh et le siège de la ville syrienne de Dapour au début de son règne. Les efforts de Ramsès pour faire représenter ses enfants sur des monuments contredisent la tradition antérieure de garder les enfants royaux, surtout les garçons, en arrière-plan, à moins qu'ils ne détiennent des titres officiels. L'arme Kopèche. L'Égypte aurait-elle pu devenir aussi puissante qu'elle l'a été durant l'Antiquité sans le kopèche ? C'est une question difficile à répondre, mais beaucoup de personnes pensent que cette épée a joué un rôle clé dans l'aide aux Égyptiens pour forger un empire. L'épée courbée était l'arme standard des guerriers égyptiens pendant l'âge du bronze. C'est le style le plus ancien d'épée en Afrique du Nord et considérablement plus efficace que toutes les armes de champ de bataille disponibles pour les ennemis de l'Égypte à l'époque. Cependant, le kopèche n'a pas été inventé en Égypte. On pense que les premières lames de ce type ont été créées par les Mésopotamiens il y a environ 4500 ans. Il y a aussi une représentation du souverain sumérien Eannatum de Lagash maniant un kopèche sur le stèle des vautours qui date également d'environ 4500 ans. L'Égypte a adopté l'idée il y a environ 3500 ans, durant l'époque du Nouvel Empire, et les a utilisées pour repousser les invasions des peuples de la mer. Le Canaan voisin a été moins réussi dans cette entreprise, et cela aurait pu être dû au simple fait qu'il n'avait pas le kopèche à invoquer. La pyramide rouge. La pyramide rouge, également connue sous le nom de pyramide Nord, est l'une des plus grandes pyramides situées dans la nécropole de Dachour au Caire en Égypte. Construite à partir de blocs de calcaire rouge, la pyramide était à l'origine recouverte de calcaire blanc de Toura, qui a depuis été retiré, sauf pour quelques-uns restant à la base. La pyramide rouge est considérée comme la première tentative réussie de l'Égypte de construire une véritable pyramide à face lisse et la 3e plus grande du pays, après celle de Khéops et Képhren à Gizeh. La pyramide rouge a été construite par le pharaon de l'ancien royaume Snéfrou entre 2575 et 2551 avant Jésus-Christ. Les égyptologues ne sont pas d'accord sur la durée de la construction de la pyramide, avec des estimations allant de 10 à 17 ans. Les archéologues spéculent que la conception de la pyramide rouge a été influencée par la crise d'ingénierie vécue pendant la construction des pyramides antérieures de Snéfrou, la pyramide de Méidoum et la pyramide rhomboïdale. Aujourd'hui, la pyramide rouge est ouverte aux touristes et présente un rare pyramidion ou pierre de fête exposée. Les visiteurs montent des marches jusqu'à une entrée haute sur le côté nord menant à des chambres avec des toits en encorbellement qui sont de plus de 12 mètres de haut. Sarcophage de Ptah Emouya.
Il y a tant à fouiller et à découvrir sur le site de Saqqara, la plus grande nécropole antique d'Égypte, que les travaux sur le site seront probablement encore en cours bien après notre départ et celui de tous ceux qui regardent cette vidéo. Des découvertes stupéfiantes y sont faites presque chaque semaine, y compris le sarcophage vieux de 3200 ans d'un secrétaire royal de haut rang qui a été découvert en septembre 2022. Le sarcophage, notable pour sa teinte rouge-rose inhabituelle, appartient à un homme nommé Ptah Mouya qui a servi sous Ramsès II et aurait travaillé en étroite collaboration avec le pharaon. Son titre complet était secrétaire royal, chef surveillant du bétail, chef du trésor du Ramesséum, qui était le temple funéraire de Ramsès dans une autre nécropole à Luxor. De plus, Ptah Mouya était également responsable des offrandes divines à tous les différents dieux de Haute et Basse Égypte. En d'autres termes, il aurait été un homme très occupé, peut-être est-il mort d'épuisement. Le couvercle du sarcophage a été brisé à un certain moment dans le passé lointain, mais il est impossible de savoir si quelque chose a été volé au moment où il a été brisé. Statue de Sekhmet. Les Égyptiens étaient en avance sur tous leurs contemporains en matière d'art et d'artisanat. Pour le prouver, voici 27 statues régales anciennes de Sekhmet, la déesse égyptienne ancienne à tête de lion de la guerre. Les découvertes ont été faites sur le site du temple d'Amenhotep III, sur la rive ouest de Luxor. Chacune des statues est sculptée dans du granit noir, un matériau difficile à travailler qui a dû être choisi pour une raison spécifique, peut-être la durabilité. C'était un bon choix si tel était le cas, car les statues sont toujours avec nous des milliers d'années plus tard. La plupart des sculptures mesurent plus de 2 mètres de haut, bien qu'il y ait quelques-unes plus petites montrant la déesse assise sur un trône, tenant le symbole égyptien de la vie dans sa main gauche. Le temple est un site énorme, couvrant presque 300 000 mètres carrés. Pour mettre cela en contexte, c'est aussi grand que 30 terrains de football. Les archéologues pensent qu'il a été principalement détruit par un tremblement de terre il y a environ 3200 ans. Il reste encore beaucoup de travail de fouille à faire dans le temple, donc plus de statues et d'autres artefacts pourraient encore être découverts. Armure en cuir. Nos ancêtres antiques ont expérimenté avec de nombreuses formes différentes d'armure sur le champ de bataille, recherchant constamment un matériau qui offrait le bon équilibre entre protection et flexibilité. Avant que les armures en métal et en bronze ne deviennent populaires, les Assyriens ont expérimenté avec des armures faites de cuir. Voici un exemple de leur armure en cuir. Elle a environ 2700 ans et a été découverte en Chine. La quantité de travail qui est entrée dans la création de l'armure est incroyable. Elle est faite de plus de 5000 petites pièces et 140 grandes écailles de cuir, ainsi que des lacets et une doublure également en cuir. Le poids total de 4 kg aurait été lourd, mais plus léger et plus facile à déplacer que presque toute autre option qui aurait été disponible à l'époque. Comment elle est arrivée en Chine est inconnu. Son propriétaire aurait pu être un mercenaire assyrien travaillant en Chine, ou cela pourrait avoir été un soldat chinois qui a pillé l'armure d'un ennemi assyrien vaincu. Certains historiens ont même spéculé que sa présence en Chine pourrait indiquer un échange technologique jusqu'alors inconnu entre les deux régions. Bracelet hittite rare. Nous continuons avec un magnifique bracelet en or hittite qui a été découvert accidentellement par un agriculteur labourant son champ dans le village turc de Sitli en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de son genre jamais découvert avec des représentations figuratives sur sa surface. De plus, c'est également le premier bracelet hittite jamais découvert avec un anneau. La forme est connue pour avoir été importante pour les Hittites, mais n'avait été vue auparavant que dans leur sceau en anneau. Nous avons de la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec l'équipement agricole qui l'a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà subi des travaux de conservation et de réparation et en subira un peu plus avant d'être exposé au musée archéologique de Sorum. Assez de travaux de réparation ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ittar, bien que la signification ou l'importance précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont effectué une excavation extensive du champ où il a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert, donc la présence du bracelet dans le champ reste inexpliquée. Trésor découvert. La ville ancienne d'Ashkelon en Israël s'est avérée être un terrain de chasse riche pour les archéologues au fil des ans, et cela s'est encore vérifié en avril 2013 lorsqu'une paire d'artefacts remarquables a été trouvée à l'emplacement. Une équipe d'archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël a découvert un énorme pressoir à vin ancien et un petit modèle céramique d'une église.
Les experts pensent que les deux objets datent de l'ère byzantine précoce des 5e et 6e siècles. Le pressoir à vin est massif, couvrant une surface de plus de 28 mètres carrés et comprend un sol de foulage, un lit de presse et 3 cuves en céramique pour la collecte du vin. C'est l'une des découvertes les plus grandes et les mieux préservées de son genre, mais la petite église est dite être encore plus rare. Elle a été découverte près du pressoir à vin, donc elle a peut-être été échappée par quelqu'un en cours de fabrication de vin. Il y a une poignée en boucle sur le toit de l'église, amenant les experts à croire qu'elle était soit accrochée à un mur, soit suspendue à des vêtements. Les experts pensent également qu'une lampe à huile était autrefois insérée dedans, projetant ainsi des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment dans lequel elle était placée. Une espèce éteinte. Les rédacteurs de journaux aiment créer des titres amusants. Ils se sont donc régalés avec notre prochaine découverte récente, quand un agriculteur a trouvé d'énormes coquilles de tatou sur son terrain à Buenos Aires, en Argentine, en février 2020. Certains des premiers experts arrivés sur place ont dit à la presse que les coquilles étaient à peu près de la même taille qu'une Volkswagen coccinelle. Cela a suffi pour que les médias les appellent des tatous surdimensionnés. Ouais, nous devons admettre que c'est énorme. Il n'est cependant pas tout à fait exact de nommer les propriétaires de ces vastes coquilles des tatous. Ce sont en réalité des glyptodons, un ancien et bien plus grand ancêtre du tatou qui vivait dans cette partie du monde il y a environ 20 000 ans et qui est éteint aujourd'hui. Il est rare de trouver des preuves physiques de leur existence, mais ces exemples argentins ont si bien survécu au passage des années car ils se sont profondément enfoncés dans un lit de rivière boueux. Maintenant qu'ils ont été trouvés, ils pourraient ne pas durer beaucoup plus longtemps. Ils sont dangereusement exposés aux éléments, donc les paléontologues ont décidé d'extraire les coquilles d'une tonne et de les déplacer vers un endroit où elles pourraient être étudiées en toute sécurité. Certes, cela n'est techniquement pas de l'archéologie, mais c'est toujours fascinant. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Chaussée vieille de 700 ans. Ensuite, nous allons en Allemagne où une ancienne chaussée a été trouvée juste sous la rue au centre de Berlin en février 2022. Les archéologues croient que la chaussée a au moins 700 ans. Berlin a été fondée en 1237, ce qui ferait de cette chaussée, qui se trouve sous la Stralauer Straße, l'une des premières jamais construites dans la ville. La chaussée étant en bois, les archéologues ont pu la dater grâce à l'analyse des anneaux de croissance des arbres. Les arbres ont été abattus en 1238 et il est logique de supposer qu'après avoir été coupés, ils ont été utilisés immédiatement comme matériaux de construction. Tout le bois, qui est un mélange de bouleau, de pin et de chêne, provenait de la région de Berlin et des alentours. Les planches ont survécu aussi longtemps parce qu'elles étaient enterrées sous d'épaisses couches de tourbe, qui est un excellent conservateur. Il est probable que la chaussée avait pour but de fournir un moyen de contourner une rivière à proximité, offrant ainsi une route viable vers la nouvelle ville pour les commerçants. Nous faisons souvent référence à cette partie de l'histoire européenne comme aux âges sombres. Mais il est clair que les constructeurs de la ville de l'époque ne manquaient ni de connaissances ni de compétences. Monument Olmec. Maintenant, nous avons une découverte remarquable qui s'est produite à Tenozik au Mexique en août 2022. Là, les archéologues ont trouvé un ensemble de monuments Olmec massifs, incluant une paire de reliefs en calcaire sculpté. Les reliefs dépeignent des dirigeants Olmec dans une pose de contorsionniste rituel qui est censée avoir réduit les niveaux d'oxygène dans le cerveau et ainsi induit un état de transe. Les Olmec croyaient que c'était un processus divin. De telles représentations sont des découvertes extrêmement rares, donc les archéologues du pays sont excités. Chacun des reliefs est grand, autour d'1,50 m de diamètre, et dépeint également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix Olmec en leur centre. Il est très difficile de dire quel âge ont ces anciennes œuvres d'art, mais cette partie de Tenozik, proche de la rivière Usumacinta, était un centre de population Olmec important pendant la période formative Olmec d'il y a environ 2900 ans. Les experts en art sud-américain ancien disent que le style des reliefs peut avoir été influencé par les Mayas primitifs, mais c'est une affirmation controversée pour laquelle il n'y a pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Les Mayas sont finalement devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 2550 ans. Sol en mosaïque. Trouver une vieille mosaïque romaine en Italie pourrait ne pas sembler particulièrement rare ou invraisemblable au premier abord, mais attendez de savoir où celle-ci a été découverte.
c'est le magnifique sol de ce qui aurait été une énorme villa romaine et il a été trouvé sous la boue et l'herbe d'un vignoble à Valpolicella, légèrement au nord de Vérone. La chose frustrante à propos de cette découverte est qu'elle aurait pu être faite il y a un siècle. Les archéologues ont noté la présence d'artefacts romains dans le vignoble en 1922, mais ont décidé qu'il n'y avait aucun intérêt à creuser davantage et ont laissé la scène telle quelle. S'ils avaient creusé quelques centimètres de plus dans la terre, ils auraient trouvé le sol en mosaïque, couvert de fantastiques représentations d'oiseaux et de fruits. Le vignoble fait partie d'une commune, donc toute excavation supplémentaire devra être effectuée avec la permission des occupants de la commune, qui devraient vraisemblablement être financièrement compensés pour la perte temporaire ou permanente de leur vignoble. Cette couche supplémentaire de complications pourrait signifier que la villa entière n'est jamais fouillée, et nous n'obtenons jamais de réponse à la question de qui a pensé qu'il était une bonne idée de planter un vignoble sur un sol en mosaïque en premier lieu. Momies mystérieuses. Un total de 14 momies pré-Inca ont récemment été découvertes sur le site archéologique de Cajamarquilla au Pérou, non loin de la capitale péruvienne de Lima. Les momies datent de 800 à 1000 ans. 6 d'entre elles sont des enfants, mais le reste sont des adultes. Seulement 2 des adultes sont des femmes. Il est possible que les restes représentent plusieurs générations de la même famille, mais il existe une théorie différente. Certains des archéologues responsables de la trouvaille soupçonnent qu'ils auraient pu être sacrifiés au moment de l'enterrement d'une figure locale d'élite dont la tombe a été trouvée à proximité ici en 2021. Ils auraient été destinés à devenir les serviteurs de la figure d'élite dans l'au-delà. Cependant, il y a des preuves ici qui contredisent cette idée. Les momies ont été enterrées avec des biens personnels, y compris des outils à tricoter, des pots en céramique et des calebasses. Les victimes sacrificielles n'avaient tendance à être enterrées avec aucun bien funéraire du tout. Donc peut-être que ces personnes ont échappé à ce sort sombre après tout. Les peuples précolombiens des Andes croyaient que la mort biologique marquait la transition de l'âme vers un autre monde. Donc la peur de la mort n'était peut-être pas courante. Épave millénaire. Les scientifiques se sont précipités contre le temps pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvée. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans qui a été découvert en France et qui présente un design exceptionnellement rare. Le navire pourrait être extrêmement significatif pour les historiens et les chercheurs, mais il pourrait ne pas durer assez longtemps pour qu'ils puissent l'examiner. Dans leur état actuel, les poutres de chêne, de châtaignier et de pin de l'épave sont si délicates qu'elles doivent être arrosées toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 12 mètres de long a été trouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, au début de l'année 2022. Mais les matériaux de construction dont il est fait n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour où il a coulé. Cela les rend extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 et est remarquablement avancé en fonction de ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen-Âge. Il aurait pu être le premier navire de son genre ou un navire expérimental qui a été jugé un échec après le naufrage. À moins que nous puissions stabiliser l'épave suffisamment pour l'examiner correctement, nous ne saurons peut-être jamais. Flèche ancienne. Les plaques de glace d'une partie de la Norvège fondent. Que vous croyez ou non que cela est dû au changement climatique induit par l'homme vous appartient, mais vous ne pouvez pas nier que c'est un problème. Cependant, dans ce problème se trouve une opportunité pour les archéologues qui ont pu récupérer des artefacts qui ont été coincés dans la glace pendant des siècles. L'un de ces artefacts est cette flèche vieille de 1700 ans qui est encore dans un état presque parfait. Elle est dans un si bon état qu'il y a encore un morceau de plume d'empennage attaché à elle. La flèche a été récupérée de ce qui a été décrit comme le noyau le plus profond de la plaque de glace, indiquant qu'elle aurait pu être tirée par des chasseurs qui suivaient des créatures dans le centre de la calotte glaciaire où elles se réfugiaient des insectes qui auraient pu les piquer pendant les mois d'été. L'extrémité du projectile de la flèche est délicatement effilée, mais l'extrémité de l'encoche de la flèche est assez large pour que nous comprenions que l'arc qui a tiré l'arme était inhabituellement épais. De plus, des traces de goudron qui attachaient au l'empennage à la tige sont encore présentes. Notre connaissance des compétences artisanales des anciens chasseurs nordiques a été considérablement améliorée par cet artefact solitaire. Figurine en argile. Nous avons une figurine en argile qui a été trouvée en Bavière en Allemagne en juillet 2022. C'est un artefact d'aspect assez rustique, mais les historiens pensent qu'il pourrait s'agir d'une représentation d'une déesse de l'eau préhistorique.
La meilleure estimation des experts est qu'elle a été fabriquée quelque part entre 2500 et 2800 ans auparavant, ce qui signifie qu'elle est un relique de l'âge du fer. Cela correspond au fait qu'elle avait été trouvée près des restes d'un établissement de la période de Hallstatt, près du bas-fond d'Unkenbach. La culture de Hallstatt a autrefois dominé cette partie de l'Europe occidentale, commençant à la fin de l'âge du bronze et se prolongeant jusqu'au début de l'âge du fer. Bien que la figurine semble être en mauvais état, elle ne montre aucun signe de l'érosion arrondie que l'on attendrait de l'action hydraulique. Cela suggère qu'elle a été déposée dans le ravin où elle a été trouvée délibérément, la rendant très probablement une offrande votive et soutenant davantage l'idée qu'elle pourrait être liée à une déesse de l'eau. Le ravin aurait été un lieu sacré pour des offrandes rituelles telles que celle-ci. Cela pourrait être une habitude que les gens de la culture de Hallstatt ont adopté des cultures qui vivaient autour de la mer Noire, qui ont commencé à fabriquer des figures comme celle-ci il y a 5000 ans. Trophée d'argent de Dresde. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, beaucoup d'œuvres d'art et de biens de valeur ont été pillés des villes allemandes. Parmi les objets volés, il y avait un trophée de carreau d'arbalète en argent doré du début du XVIIe siècle, qui a été pris dans les restes brisés de l'hôtel de ville de Dresde. L'artefact inestimable a trouvé son chemin vers les États-Unis d'Amérique et a passé des décennies exposé à l'intérieur du musée d'art de Philadelphie, mais en juillet 2022, il a finalement été rendu à sa maison légitime. Le trophée a été décerné à l'électeur Jean-Georges Ier de Saxe lorsqu'il a remporté le concours de tir à l'arbalète de Dresde en 1618. Mais il a ensuite fait don du trophée à la ville, comme cela était devenu la tradition à l'époque. L'histoire n'enregistre pas exactement qui l'a emporté de Dresde au départ, mais il a été vu ensuite dans une collection privée en Suisse en 1956. Le propriétaire de la collection a légué le trophée au musée d'art de Philadelphie en 1977. Le musée n'était pas au courant des origines de l'objet à l'époque, mais l'a trouvé sur une liste d'art allemand perdue en 2016. De là, il a fallu encore 6 ans pour ramener le trophée à la maison, mais au moins il est arrivé à destination finalement. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.